jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer et d'inviter et de vous présenter Elisabeth Gillet. Alors elle va se présenter là tout de suite après, dès que je me serai tue. Et ça va être très intéressant parce qu'avec Elisabeth, on se connaît très peu et c'est pour moi aussi une très belle occasion de faire sa connaissance. Bonjour Elisabeth. Bonjour Carole et merci de me recevoir dans ton podcast. Donc, je vais Avec me grand présenter, plaisir. voilà. Alors, est-ce que tu peux tout de suite donc te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta mission? Nous sommes tout oui. Donc, je m'appelle Elisabeth, j'ai 44 ans, j'habite en Alsace et ma plus grande passion dans la vie, c'est mon petit chien, Mowgli. J'entretiens une relation très fusionnelle avec lui. Voilà. Tous les parents chiens comprendront ce que je suis en train de dire. Alors, même les parents chats comprennent, hein? Au niveau professionnel, en fait, je commence ma troisième vie professionnelle en tant qu'assistante de formation et conceptrice pédagogique en e-learning. Comment dire, je fais partie de ces gens qui ont commencé à travailler très tôt. Donc, j'ai commencé ma carrière en 2000 par les ressources humaines. J'étais gestionnaire ressources humaines. En 2008, voilà, j'ai eu envie de me reconvertir vers le beau métier de professeur des écoles que j'ai exercé jusqu'en août 2023. J'ai quitté définitivement l'éducation nationale, donc ça fait pas longtemps, hein, voilà. Et aujourd'hui, je travaille dans une association qui aide les personnes porteuses de handicap. Et je suis restée avec les enfants puisque je suis au pôle enfance éducation et j'occupe un poste de secrétaire. Mes collègues sont du personnel paramédical, donc éducateurs spécialisés, psychologues. Et moi, je suis vraiment un support pour eux du point de vue administratif. Au moins, ils n'ont pas besoin d'avoir cette charge mentale. Je Hmm. m'en occupe pour eux. Voilà. Et je travaille également à temps partiel, donc en tant qu'assistante de formation dans un organisme de formation pour adultes qui propose des formations, par exemple CAP, petite enfance. Donc, vous voyez, je reste très concentrée autour des enfants quand même si je suis partie de l'éducation nationale. Et donc depuis juillet, j'ai ouvert ma micro-entreprise que j'ai appelée Digitalis Learning. Donc, je propose aux formateurs indépendants ou les organismes de formation qui le souhaitent de les aider dans l'optimisation de leur gestion administrative et de les accompagner dans la conception de parcours de formation e-learning. Puisqu'en tant qu'ancienne enseignante, on va dire que l'ingénierie pédagogique, c'est un peu mon dada. Voilà. Alors moi, pour moi, ma mission professionnelle et ma mission de vie forment un tout parce que je considère que je prends soin des gens qui croisent mon chemin et je les aide à monter en compétences, puisque mes collègues de l'association ou même de l'organisme de formation, le fait que je sois un support pour eux, pour moi, c'est une manière de prendre soin d'eux. Au moins, je les libère mentalement. Et où que j'aille, j'ai un peu le côté enseignant qui ressort. Bah, j'aime beaucoup les outils numériques. Donc, quand les personnes comment dire, sont moins à l'aise, bah, je leur montre des petits tips et tout pour les aider à aller plus vite dans leur quotidien. Voilà. Alors, juste tips, parce que tout le monde chez les auditeurs, auditrices ne connaissent pas le mot tips. Tu Des comment? astuces, des conseils. Merci. Voilà. Voilà.
En fait, je me considère un peu l'allié dans l'ombre, voilà, Oui. pour les autres, enfin pour, on va dire, les personnes qui se mettent plus en avant. Voilà. Moi, je n'aime pas forcément être sur le devant de la scène, mais je suis un peu, voilà, l'opérationnel dans l'ombre. Voilà. Mais c'est superbe. Et alors, là, ce que tu es en train de nous partager, c'est cette capacité d'adaptation que tu as parce que tu es capable de passer d'un métier donc dans le métier du RH, des ressources humaines, à professeur des écoles, et puis à assistante, puis à créatrice et accompagnatrice d'entrepreneurs. Donc, c'est beaucoup d'adaptabilité, hein, c'est ça, c'est... Ben, bon, je dirais pas que je suis une hyperactive, mais j'aime beaucoup la diversité. Et c'est Hmm. vrai que le changement ne me fait pas peur, même si Mhm. à chaque fois, il y a une phase de deuil à faire de son ancienne vie. Mais non, bon, c'est sûr, comme tout le monde, c'est un peu dur au début, mais j'arrive très vite à m'adapter après à mon environnement. Ça, c'est une de mes compétences, on va dire. Grande force même, hein. Voilà, je suis un peu un caméléon, j'arrive un peu on va dire, à m'adapter dans l'environnement où je suis. Ouais. Ah, c'est passionnant. Et d'ailleurs, là, dans ce qui venait résonner en moi, là, dans tes propos, c'est qu'en effet, quand on quitte un emploi qu'on connaît bien, où c'est confortable finalement, parce Mm. qu'on est... Il y a cette zone de confort que l'on quitte pour passer dans une zone d'inconfort temporaire. Mais je dis bien, cher auditeur, auditrice, ce n'est que temporaire. Puisqu'après, ça va redevenir une zone de confort. Et cette vie, elle est ainsi faite, hein. Alors justement, qu'est-ce qui te met en joie, toi, dans la vie, Elisabeth? Alors, c'est des choses, comment dire, très simples, hein. Bah, par exemple, le matin, quand je me lève et que mon chien il me fait la fête, je suis contente. Et, bah, je suis pas très compliquée du point de vue là, voilà ou bien quand il fait le clown, ou bien le début du printemps, j'aime beaucoup. Le matin, quand Oui, je me lève, j'entends les oiseaux chanter. Moi, j'habite en ville, hein, j'habite pas à la campagne. Donc en ville, quand on entend les oiseaux chanter, on se dit oh, c'est magnifique, il y a des oiseaux quand même. Que bon, on parle bien de pollution, voilà, du bruit et tout. Donc oui, voilà, entendre juste les oiseaux chanter le matin, ou bien parfois, voilà, il y a des petits moineaux qui se posent sur mon balcon et je les vois gazouiller, ben, je sais pas, ça me rend de bonne humeur pour la journée. C'est des choses très simples en fait. et la simplicité, le bonheur, c'est ça en fait, c'est la simplicité, c'est d'apprécier ces, ces événements, ces micro-événements qui nous arrivent là au quotidien. Et c'est important ce que tu viens de partager, hein. Vraiment, Elisabeth, simplicité. Moi, j'adore, hein, c'est mon grand truc, la simplicité. Et c'est essentiel. Vous entendez bien, auditeurs, auditrices, c'est essentiel. N'allons pas chercher le bonheur. Ou la joie dans des trucs compliqués. Tout est proche de nous. Et comme l'a dit Elisabeth, en ville, entendre les oiseaux, bah oui, ça nous met en joie. Ou bien même voir juste un arc-en-ciel, je sais pas, il pleut, tout à coup il y a Oui, un arc-en-ciel. Je sais pas, ça me met de bonne humeur. c'est Je sais pas, magique. c'est des trucs. Voilà, en fait, je suis encore peut-être une grande enfant. Je m'émerveille de choses très simples, en fait. Ouais, Voilà, mon quotidien, ou bien un chat. Bah tiens, tu as un chat. Les chats qui sont, je sais pas, j'adore observer les chats. Ils sont dans la pelouse, ils sont tellement tranquilles ou bon, en position où ils vont chasser ou trucs comme ça. Je sais pas, je vois des animaux tout simples, heureux dans la nature. Ben, moi, ça me rend heureuse. Bon, après, j'adore les Mm. animaux aussi. Donc, mais c'est vrai, je n'ai pas besoin de grand-chose pour être joyeuse dans la journée. Voilà. Ah, mais c'est très important, ce qui montre que la joie, elle est accessible à tout le monde, hein. Mm. Voilà, qu'on ait des revenus, pas des revenus, que l'on soit, elle est accessible à tous. Alors, le pendant de la joie, l'équilibre qui se fait dans la vie avec la joie, c'est la tristesse, hein, parce que je suis persuadée, je le vis comme ça, il n'y a pas de joie sans tristesse, pas de tristesse sans joie, etc. Toi, comment est-ce que tu fais face à la tristesse ou face à l'échec aussi, qui est l'équilibre avec la réussite?
comment est-ce que tu agis, tu réagis? Ben voilà, explique-nous tout cela. Alors, face à la tristesse, déjà, je pleure un bon coup. Ça fait du bien. Voilà, moi, ça permet de sortir mes émotions. Voilà, Oui. c'est faire un bon coup. Voilà. Et après, bon, bah, allez, hein, faut se mettre à l'action quand même, hein. Donc là, et puis du coup, bon, bah, je veux dire, j'essaie de trouver des solutions qui me permettront de retrouver ma joie de vivre. Après, je dis Hmm. pas, hein, j'ai vécu un burn-out professionnel. Et bah, en fait, bah, c'est pour ça aussi que j'ai quitté mon métier d'enseignante. Et je l'ai vécu comme un échec parce que enfin, j'ai commencé ma rentrée et après j'étais en arrêt maladie toute l'année scolaire. J'ai pas pu vivre ma dernière année scolaire. C'est clair que c'était un grand échec pour moi. Et franchement, je m'en cache pas aujourd'hui. Je pense que quand on est face à des situations où bah voilà, on sombre, eh ben, on a le droit de se faire aider. Moi, Hmm. voilà, pour mon burn-out, j'ai été suivie par une psychothérapeute. On va dire, j'ai eu de la chance, voilà, financièrement, d'avoir pu financer une psychothérapeute. Et j'ai également financé en même temps un coach en développement personnel. Ils m'ont beaucoup aidé, on va dire, à remonter à pente et aujourd'hui faire ce que je fais, voilà. Mais voilà, je suis plutôt dans l'action Oui. quand voilà, les échecs, c'est pareil, hein. Moi, j'ai fait un long travail sur moi hein, pour accepter l'échec, parce que je suis un peu syndrome de la bonne élève. Je Voilà, connais, je connais. voilà, j'ai réussi mes études, enfin, voilà, j'ai jamais été confrontée à l'échec. Et donc, j'ai dû apprendre à l'accepter grâce à mes séances de coaching. Surtout accepter. Parce que, en fait, nous avons beaucoup de colère, je pense, quand on est dans l'échec. Donc, accepter la situation pour pouvoir, en fait, être plus doux avec soi-même. Ça, j'ai appris aussi, être plus douce avec moi-même. Voilà. Parce que souvent, on Bien. est exigeant avec soi-même. Hmm. Et donc, j'ai appris à être plus douce avec moi-même et me dire, j'ai droit à l'erreur. Je suis pas une super héroïne où je dois tout réussir. Et apprendre à prendre du recul aussi. Parce que je suis plutôt née dans le guidon, moi. Voilà. Oui. Grâce aux séances de coaching, j'ai aussi appris à analyser les dysfonctionnements, comment je fonctionne, pour ne plus reproduire en fait les erreurs et avancer. Voilà. C'est très important ce que tu dis, et principalement, l'entendez-le bien, chers auditeurs et auditrices. Alors, c'est vrai que je le dis souvent, mais quand on se retrouve face à une situation où c'est compliqué, où on risque de sombrer, comme tu l'as si bien dit, appeler à l'aide, c'est pas du tout un échec que d'appeler à l'aide. Au contraire, c'est une grande force. C'est une grande force et une grande intelligence que d'appeler à l'aide pour ne pas être seul et, euh, et se relever. Après, ça vous permet de continuer votre chemin tout seul, mais c'est important. Il y a des moments dans la vie où appeler à l'aide, ça vaut la peine. Mais c'est très important parce que je dis pas, hein, franchement, j'étais clairement en situation de dépression et accepter déjà qu'on n'est pas bien et se Oui, dire là, je peux plus toute seule, il va falloir que quelqu'un m'aide. Il y a déjà un travail à faire avant de se énorme. dire je vais suivre une thérapie, il faut que je fasse du coaching en développement personnel. C'est, enfin, moi, je pense, oui, comme tu l'as dit, c'est déjà une force et c'est un premier pas pour aller mieux, en fait, accepter de se dire là, j'ai besoin qu'on m'aide. Mm. Oui, Voilà. oui. C'est essentiel. Ah, mon PC fait un peu de bruit, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Alors, quelle est la chose dont tu es la plus fière? D'avoir réussi à me reconstruire. Parce Ah, que quand j'ai eu ma dépression, j'avais du mal à l'accepter, hein. J'étais allée voir une thérapeute et elle m'avait dit, c'est clair, tout est cassé en toi, mais c'est peut-être un cadeau de l'univers parce que tu vas reconstruire une meilleure version de toi. Bon, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je suis pas bien. Pourquoi elle me dit ça? puis en Pourquoi plus, elle me dit ça? Je suis pas elle bien casse là. encore plus en me disant que tout est cassé. Et elle avait raison. En fait, je suis fière d'avoir pu me relever, d'avoir reconstruit. C'est vrai. Il y a plein de gens qui me disent, hein, tu n'es plus la personne que tu étais avant. J'ai Hmm, reconstruit, oui, aujourd'hui, je pense, une meilleure version de moi. Je suis plus sereine, plus posée, je suis résiliente et alignée vraiment avec mes valeurs.
Et je suis fière d'avoir appris à m'aimer beaucoup plus qu'avant. Avant, j'étais intransigeante avec moi-même. J'étais hyper dure avec moi. Voilà. Et du coup, bah, aujourd'hui, je m'aime un peu plus et je suis beaucoup plus douce avec moi. Ça, j'en suis fière parce que voilà, j'ai eu une éducation quand même basée sur la réussite. Et c'est vrai que bah, quand c'est basé sur la réussite, souvent on est un peu dur avec soi-même. On se dit, bah, là, c'est jamais assez, faut toujours faire plus. On est super exigeant avec soi-même. Là, le fait d'avoir eu une grosse chute, d'être tombée et devoir reconstruire une autre pas une personnalité, je suis toujours la même, mais un autre mode de fonctionnement, bah, c'est ce dont je suis le plus fière. Voilà. Bravo, hein. Bravo. Et ton témoignage, il est super important. Je te remercie. Vraiment. Euh, Quel est ton plus grand rêve? C'est hyper utopiste. Moi, je rêve d'un monde merveilleux où aucun animal ne soit abandonné par ses maîtres et que les animaux en refuge trouvent tous un foyer aimant. Mhm. Moi, si je vais à la SPA, je les adopte tous, hein. Mais bon, j'habite en appart, c'est pas top. Voilà. Mais si maintenant je vais en ASPA, je prends tous les chats, tous les chiens, enfin les lapins, tout. Voilà. Et le jour où je gagne au loto, je crois que j'ouvre un refuge à la Brigitte Bardot. Voilà. Non, après, ce qui est le plus réel, bon, après, je pense ça vient, mais il faut un peu des salariés qui se battent pour ça. C'est faire évoluer les lois sur la qualité de vie au travail, par exemple. Oui. Mhm. Pour les salariés, bah, un truc tout simple, hein, par exemple, pouvoir emmener son chien au bureau. Voilà. Oui. Je pense que ça résoudrait aussi peut-être le problème des abandons, si les Oui. gens pouvaient emmener leur animal de compagnie. Voilà. Bon, pas tout, mais une partie, on va dire. Et ouais, voilà. Je me dis, la qualité de vie au travail, c'est pas évident dans toutes les entreprises aujourd'hui. Moi, c'est aussi pour ça que je travaille maintenant dans le milieu médico-social. Parce qu'avant, quand j'étais GRA, j'étais en grande distribution et en industrie. Bah, c'est pas du tout le même fonctionnement, hein. Là, je suis très contente d'être en milieu associatif où Mhm. vraiment les valeurs humaines, c'est la priorité pour moi aujourd'hui. Je ne cherche pas forcément un salaire élevé. C'est connu, hein, le milieu associatif ne paye pas, voilà. Mais je cherche vraiment une qualité de vie au travail, des valeurs humaines. Aujourd'hui, je me retrouve avec des personnes qui sont bienveillantes, qui respectent l'humain. Le manager aussi est important pour moi. Voilà. Si on n'a pas un manager humain, le quotidien, je me dis, est super difficile quand même, hein. Oui. Et d'avoir des collègues bienveillants qui font attention les uns aux autres, qui prennent soin des uns des autres. Pour moi, c'est la priorité aujourd'hui pour l'environnement de travail où je dois me situer. Alors, Et c'est aussi important pour moi si j'accompagne des gens en freelance, en indépendant. Si je sens que la personne en face n'a pas de valeur humaine, j'aurais quand même peut-être du mal à travailler avec quand même. Voilà. et c'est normal de choisir les personnes avec qui on travaille, hein, parce que sinon ça fonctionne pas. Ce qui est important quand tu parles de cette qualité de vie au travail, en effet, c'est la qualité de vie au travail pour soi, hein, déjà, d'être respecté et d'avoir de la bienveillance autour de soi. Mais c'est aussi quand on met en place ce côté bienveillant, humain et de cohésion dans son entreprise, c'est aussi mettre en avant performer pour la réussite de l'entreprise. Parce que quand on est bien, quand on se soutient, eh bien, on y va. Et même quand il y a des moments un peu creux dans l'entreprise et qu'il faut mettre les bouchées doubles, hein, c'est ce qu'on dit Mm. souvent, c'est beaucoup plus facile quand il y a une ambiance de respect, d'humanité, de bienveillance. On se dit, bon, ok, on retrousse les manches et on y va. Sinon, on se retrouve confronté à des personnes qui ont pas envie, et c'est normal, on les respecte pas, elles respectent pas l'entreprise. Je Non, donne c'est ça. les deux visions, en fait, hein, Mm. voilà, sur cela. Donc, c'est gagnant-gagnant, Mm. ce- cette qualité de vie au travail. La nouvelle génération, bon, on se plaint souvent des jeunes hein, qui arrivent en entreprise, mais cette nouvelle génération, voilà, de jeunes travailleurs qui justement privilégient leur vie perso et leur qualité de vie au travail. Bon, c'est sûr, faut les prendre un peu différemment, voilà, mais je me dis, ils ont tout à fait raison. Mm. Euh, je veux dire, bon, moi, je suis encore un peu ancienne génération où, bon, bah, voilà, le travail, on y reste, on reste tard, voilà.
Mais aujourd'hui, après le burn-out que j'ai connu, c'est clair que je fonctionne un peu comme eux. Je veux dire, OK, quand il faut travailler, je travaille, mais j'ai aussi besoin de cette soupape où je me dis, il faut que je trouve un équilibre entre mon travail et ma vie perso. Je ne veux plus passer ma vie, on va dire, au travail comme j'ai pu le faire auparavant. Voilà. Au Et cette risque de nouvelle se cramer. génération, Au voilà, risque de se cramer, en fait, c'est hein. ça. Ouais. Et la nouvelle génération de jeunes, je me dis, bon, c'est sûr, il faut les prendre un peu différemment du point de vue management, mais ils ont tout à fait raison Oui. de penser comme ça. Voilà. Les jeunes auditeurs, auditrices, si vous nous entendez. Alors, quel est des conseils? On reçoit beaucoup de conseils dans la vie. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Celui qui a eu un impact sur toi? Alors, et ça me marque encore aujourd'hui, et j'essaie de fonctionner comme ça. Alors, c'est de quitter, quoi qu'il arrive, le triangle infernal de Cartman. Hmm. Voilà. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est moi, je l'appelle un peu le triangle infernal des relations. Donc, il y a toujours une victime, un bourreau et un sauveur. Voilà. Quand j'étais enseignante, clairement, je passais mon temps à jouer à la sauveuse. Voilà. Je vais sauver tous ces pauvres enfants. Voilà. Et quand j'ai fait mon burn-out, ben, j'étais dans la position de victime. Je me suis dit, ben voilà, tout mon environnement me persécute. Voilà. Et donc, pendant mes séances de coaching, on a beaucoup travaillé ça. Et c'est vrai Mhm. qu'aujourd'hui, dès que je sens que je vais avoir un des rôles, je fais tout pour en sortir et me dire, ah non, non, jouer sans moi à ce jeu-là, parce que quand on est dedans, quoi qu'il arrive, on n'arrête pas de changer de rôle. Et c'est, comment dire, ça pourrit notre existence parce que du coup, on a aussi une grosse charge mentale. Parce que Ouais. quand on est victime, on est tout le temps en train de se plaindre et on ne prend pas ses responsabilités. Voilà. Hmm. Je sais qu'un de mes coachs de développement personnel m'avait dit, OK, d'accord, on t'a fait du mal et tout, mais qu'est-ce que toi, tu vas faire maintenant pour ne plus être une victime? Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et quand on est sauveur, ben ouais, on est là à plaindre l'autre, mais on ne donne pas de responsabilité à l'autre pour qu'il s'en sorte non plus. On est là, oui, mon pauvre, ma pauvre, blablabla. On Mais on prend lui tout dit en charge. pas, Allez, hop. voilà, mais on lui dit pas, mais allez, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour en sortir? Et puis selon situation, bah, parfois on est le méchant. Voilà, on est le persécuteur. Donc aujourd'hui, le meilleur conseil qu'on m'a donné pendant mes séances de coaching et sur lequel j'ai travaillé, c'est quitter le triangle de Cartman. Et c'est vrai que là, je fais tout pour... chaque fois que je suis dedans, je me dis, ah, ouais, stop, alors tu vas prendre du recul et tu vas quitter ce triangle vite fait. Bon, je sais que 90% des relations se passent comme ça, hein. Et Mhm. c'est dur de s'en sortir, de sortir de ce jeu-là. Mais j'ai appris à le détecter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ne plus être dans ce triangle, en fait, renvoyer la balle à celui qui nous l'envoie, bah, moi, ça me libère d'une charge mentale enfin, Énorme. incroyable, quoi. Je suis beaucoup plus sereine, posée, quoi. Voilà. Déjà d'en prendre conscience, c'est déjà une belle avancée, hein, et parce que c'est jamais facile, en effet, de s'en sortir. Mais d'en prendre conscience, c'est une belle évolution. C'est déjà se détacher. Mm, Hmm. c'est ça. Magnifique ce triangle de Karpman. Euh, Oui. Dans la vie, t'as là, c'est une question que j'ai intégrée récemment dans mon podcast. C'est cette question, elle me passionne. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? Que malgré on va dire, les épreuves que j'ai subies dans la vie, je suis quelqu'un qui garde toujours l'espoir et l'espérance que de meilleurs jours vont arriver. Hmm. Voilà. Bien sûr, je mets tout en œuvre pour que ça s'améliore voilà, quand même. Mais je reste assez optimiste. Euh, Bah, c'est comme la loi de l'attraction. Si on Oui. pense positif, bah, des choses positives vont arriver. Voilà. Et bon, après, j'ai quand même. Bon, après, quand je dis des trucs comme ça, les gens ils doivent se dire, elle est un peu perchée, mais j'ai quand même foi en l'univers. Je me Oui. dis, si je pense positif et que je me dis, ça va marcher, ça va aller mieux,
quelque part, bah, l'univers m'enverra des signes pour que ça aille mieux. Voilà. Alors, c'est important ce que tu dis parce que c'est ma philosophie de vie aussi. Et chers auditeurs et auditrices, entendez bien ce que vient de vous dire Elisabeth, hein, le fait de penser positif, d'être dans cet optimisme, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des moments difficiles de tristesse, c'est pas ça. Seulement, quand ça arrive, et comme elle nous l'a si bien expliqué tout à l'heure, je me permets, Elisabeth, de Mhm. parler pour toi et j'espère ne pas me tromper, nous l'a si bien expliqué Elisabeth tout à l'heure, quand elle est tombée là dans la dépression, elle est tombée, elle a flanché et pourtant elle s'est relevée. Et le fait d'être dans cet optimisme, de garder l'espoir, ça permet quand on est dans un moment creux, dans un moment de tristesse, de difficulté, de garder la tête haute. Parce que quand on garde la tête haute, on voit à un moment donné la porte qui va nous permettre de sortir de la situation où on est. Si je dois donner une image. Alors que si on n'a pas cette tête haute avec cet espoir, cet optimisme, on garde le nez sur nos pieds et on voit rien. Et du coup, on tourne en rond. On ne sait pas comment faire pour en sortir. Donc, c'est pas utopiste. C'est au contraire, pour moi, c'est essentiel de garder la tête haute pour voir où est-ce qu'on marche, où est-ce qu'on avance. Mm. Bon, souvent, je me dis, où il y a l'ombre, il y a toujours la lumière. Exactement, exactement. Et on Voilà, ne la voit pas la j'essaie. lumière si on ne lève pas la tête. Et ton Voilà. optimisme et ton espoir, le garder cet espoir que quelque chose de bon va arriver, de cet optimisme, ben, c'est cette tête relevée qui permet de voir la lumière. Mm, c'est ça. Ouais. Donc pensez-y, pensez-y, vraiment gardez la tête haute. Alors on arrive à la fin du podcast où c'est le moment tant attendu du cadeau. Mhm. Qu'as-tu envie de nous offrir, Elisabeth? Alors, j'ai pris un texte sur une page Facebook d'énergéticienne chez qui je vais de temps en temps. Oui, Donc, c'est un texte enfin, qui résonne en moi et qui peut résonner aussi chez d'autres personnes. Quand on est une femme, oui, on attend souvent beaucoup de choses de nous, soit oui. parfaite et tout et tout. Et ce texte, en fait, dit bien que bah, on peut s'affirmer sans être tout le temps gentil, une gentille fille. Voilà. Et puis à la fin, ce sera une petite citation. Voilà. Génial. Alors, donc, chers auditeurs et auditrices, on s'installe bien dans notre chaise. Si vous êtes assis dans une chaise, voilà, je vous invite à fermer les portes si, pour pas être dérangé ou quoi que ce soit. Et nous t'écoutons, Elisabeth. Alors le texte s'appelle Je te libère d'être une gentille fille. J'étais une gentille fille et en tant que mère, je te libère de devoir l'être car ce n'est pas sain. Être une gentille fille, c'est donner une partie du contrôle de sa vie aux autres, essayer de plaire aux personnes que tu aimes le plus, inconsciemment, à cause de ta propre douleur ou de l'injustice. Obéir aux aînés, parents, enseignants, etc., en laissant de côté tes propres souhaits, ne te permettant pas exprimer la colère ou la rage. Être une gentille fille signifie tomber dans le rôle d'être trop mature pour ton âge et manquer une partie de ton enfance. Cela signifie rechercher la perfection et l'excellence, un piège du monde adulte pour couper les ailes. Mon enfant, être une gentille fille, parfois, signifie malheureusement tomber malade. Tomber malade pour échapper à la pression d'un monde familial et scolaire qui limite la créativité, la liberté et le jeu de l'expérimentation de la vie, qui met ses propres désirs et certaines émotions en cage sous prétexte que c'est pour ton bien. J'étais une gentille fille qui a survécu. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une adulte désobéissante et créative. Mais j'ai souffert un bon moment sur le chemin. J'ai arrêté d'être une gentille fille et maintenant je suis une adulte heureuse qui se réaffirme chaque jour. L'auteur, c'est Runa Rosé Mercado. Donc voilà, quand on est femme, souvent on attend beaucoup de choses de nous. Et donc c'est aussi pour dire, ben oui, on peut se libérer de tout ça. Voilà. Et la citation, c'est on ne travaille pas sur soi, on s'agrandit, s'explore, on guérit, pense les blessures, on pardonne et se pardonne, on apprend à s'aimer et à aimer,
Rien qui ne doit être un travail, mais juste une envie de vivre. Régis Carlo. Donc, je vous ai offert ce texte et cette citation parce que ce sont des moments par lesquels je suis passée, voilà, et que, bon, le travail est long sur soi, quand même. Je continue toujours de travailler sur moi, mais je pense que pas mal de femmes pourraient se reconnaître dans ce que je viens de lire. Voilà. Ben, magnifique, merci infiniment Elisabeth. Et j'espère, chère auditrice, alors là, je m'adresse un peu plus précisément à vous, ben, que vous nous partagiez sous le podcast voilà, ce qui a résonné pour vous dans cet échange, dans ce cadeau que nous a offert Elisabeth. Nous arrivons à la fin. Merci Elisabeth, merci beaucoup. Est-ce que tu as encore un dernier mot, un dernier message à passer à nos auditeurs et auditrices? Le message que je tiens à vous faire passer, c'est garder toujours espoir et l'espérance. Euh, je ne dis pas que c'est facile toujours, mais avoir la foi, bon, souvent on parle de la foi religieuse, là je vous parle vraiment de la foi en l'espoir et l'espérance. On n'a pas besoin d'être catholique ou voilà. La foi et l'espoir, c'est universel. Et les moments les plus durs, en se raccrochant à ça, voilà, à ces deux mots-là, on peut vraiment se dire que de meilleurs jours vont arriver et ça peut parfois nous sauver. Voilà. Merci infiniment Elisabeth. Ben, Merci. merci à toi, Carole, pour ce moment d'échange plein de bienveillance et d'espoir. Et vous retrouverez toutes les informations pour prendre contact avec Elisabeth sous le podcast. Euh, et surtout, n'oubliez pas que... De rire. Exactement. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire